Alors, la vie HLM n'est pas une exposition d'architecture à proprement dit. C'est une exposition sur le logement à partir des habitants. C'est une exposition qui a été réalisée par l'AMULOP, l'Association pour un musée du logement populaire, qui est une association d'enseignants-chercheurs et d'archivistes travaillant ou habitant en banlieue et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis. Nous travaillons au décloisonnement de la recherche, puisque nous sommes la recherche est interdisciplinaire. Nous sommes enseignants-chercheurs en histoire sociale, histoire de l'architecture dans mon cas, également sociologie, en didactique et muséologie. Ce développement de la recherche s'incarne à travers un autre axe de notre association qui s'intitule Sciences et Société et qui vise à mettre en place la recherche, à développer la recherche en lien avec les territoires et les habitants. Donc à sortir la recherche des labos et associer les territoires et les habitants. C'est ce que nous avons fait à Aubervilliers, donc dans le cadre de cette expo. Donc l'association est rattachée au Centre d'histoire sociale et des mondes contemporains de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce labo, le Centre d'histoire sociale, s'est installé en 2019 au campus Condorcet à Aubervilliers. L'association et le projet de la MULOP pour l'expo a été lauréat en 2019 d'un appel à projet de l'Institut Convergence Migration. C'est un des 10 instituts créés en 2015-2016 par l'État et qui est richement bien doté. Et donc, le choix pour nous, pour l'exposition, qui était temporaire, qui est une étape, c'était d'investir un grand ensemble. Un grand ensemble, parce que le grand ensemble est emblématique de l'histoire de la banlieue depuis les années 50. Et donc, la qualité architecturale n'était pas un prérequis. Jamais au contraire, elle aurait pu brouiller le propos. Vous verrez en conclusion que ça avait pas intérêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi un grand ensemble patrimonialisé. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'avenue, on est à Aubervilliers, au fort d'Aubervilliers, il y avait par exemple un ensemble des Mille-Lieues. Nous sommes donc plutôt dans la cité du Bois. Alors, ce qui est un partenaire décisif dans la réalisation de cette expo, c'est l'OPH et d'Aubervilliers, qui nous a mis à disposition 4 appartements dans la barre d'immeuble Gros Perrin, que vous voyez là avec la flèche, barre d'immeuble de la cité du Bois, appelée les 800, donc à Aubervilliers. Elle est construite en 1959 par les architectes Raymond Lopez et Michel Hollet, et elle fait l'objet d'une réhabilitation dans les années 80, réhabilitation participative, qui fait appel à plusieurs équipes d'architectes et qui a été mise en place et publiée par les architectes Marie-Hélène Baquet et Patrick Soutier. Alors, cette site, elle est inscrite dans le PNRU depuis 2014. C'est le nouveau programme national de rénovation urbaine. C'est un périmètre large qui comprend aussi la cité de la Maladrerie, construite par René Déhuster, elle étant labellisée patrimoine du XXe siècle, renommée en 2016 architecture contemporaine remarquable. Donc, périmètre en rue, il y a un peu plus de 400 logements de cette cité, des 800 qui vont être démolis. Et puis, on est donc au fond d'Aubervilliers, qui est desservi depuis 1979 par la ligne 7 du métro et qui sera en 2025 desservi par le Grand Paris Express. Donc, un quartier qui est en train de se reconfigurer. Ça aussi, c'était un enjeu pour nous d'interroger le Grand Paris qui reconfigure la première couronne et de poser la question de l'histoire populaire de cette première couronne et de la place des couches populaires. Donc, la question qui se pose à travers mon exposé, c'est comment une exposition peut changer le regard sur le grand ensemble. Donc là, vous avez l'affiche. Donc, l'exposition, elle a duré 8 mois. Elle a attiré 6 visiteurs. On est bien loin de l'expo Mélodie. Et donc, elle s'est terminée en juin dernier. Elle a duré 8 mois, ça s'est terminé en juin dernier.
Et là, vous avez à droite, vous avez aussi l'ensemble des partenaires. C'était un budget de 200 000 €, 55% de subventions publiques, 34% de mécénat et 12% de fonds propres pour l'association. Alors, du coup, pour répondre à cette question, je vais développer 2 points. Le premier, c'est la micro-histoire, les méthodes de la micro-histoire mises en pratique. Donc, ce sont, oui, peut-être que je devrais peut-être préciser avant, c'est que donc, nous avons 4 appartements dans cette barre d'immeuble. Dans la cage d'escalier 8, nous avions donc nos bureaux au dernier étage, au 5e étage. Et au deuxième, nous avions donc un espace d'accueil et d'atelier. Et dans la cage d'escalier 10, ici, nous avions 2 appartements, c'est-à-dire 2 appartements reconstitués à des époques différentes pour raconter l'histoire des habitants qui ont réellement vécu dans la barre d'immeuble. Donc, la micro-histoire en pratique, avec tout d'abord des histoires familiales. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche inductive, c'est-à-dire qu'elle est induite par l'immeuble que nous investissons. C'est une barre d'immeuble de 144 logements à l'origine, avec donc, et que des T3. Donc, ce sont des mêmes typologies de 51 mètres carrés. Tout part, en fait, d'un recensement des habitants de la barre d'immeuble depuis sa construction en 1957 jusqu'en 2000. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez un tableau de recensement de la population de cette barre d'immeuble qui recense les habitants, toutes les personnes qui ont occupé cette barre d'immeuble, qui sont représentées cage d'escalier par cage d'escalier. Donc, c'est 1000 personnes que nous avons recensées depuis la construction de l'immeuble, soit 350 ménages. Donc, la recherche visait à présenter des familles, à raconter l'histoire de 4 familles dans les logements que nous avions à disposition, dans les 2 logements. Et nous voulions des familles représentatives de l'histoire de la cité, de la banlieue et de la France urbaine, de la seconde moitié du XXe siècle. Ce n'est pas les personnages exceptionnels qui nous intéressent, ce sont les gens ordinaires, c'est le grand nombre. Le grand nombre, ce n'est pas une histoire des grands hommes, c'est une histoire du grand nombre, des couches populaires, et qui donne à voir et à comprendre la société. Donc, des histoires familiales, c'est aussi tout le travail qui est mené en amont avec les familles que nous avons choisi de présenter dans l'exposition. Juste pour dire, la visite 1, donc dans l'appartement, on a reconstitué l'intérieur de la famille Croisy. Dans la visite 2, donc c'est l'autre appartement, nous racontions l'histoire de 3 familles. Là, ce n'était pas l'appartement qui racontait une famille, mais c'était des pièces. Il y a un séjour pour une famille, les chambres, une chambre racontait une autre famille, et la chambre des enfants, une 3e famille. Mais là, nous allons nous concentrer sur la visite 1, donc on constitue la totalité de l'appartement. Et donc, c'est la famille Croisy qui est présentée, avec donc tout un travail sur la contribution, en fait. Il y a vraiment une contribution des familles à l'écriture des récits, des scénarios de vie. Voilà, il y a une reconnaissance, en fait, des habitants comme dépositaires d'une mémoire. Avec donc des entretiens qui ont été menés avec la famille Croisy, à travers une grille d'entretien qui est construite autour de 2 axes principaux, qui sont tout d'abord donc les trajectoires migratoires, résidentielles et professionnelles, et ensuite donc aussi les modes d'habiter, les intérieurs domestiques et les espaces communs. Et donc là, vous pouvez voir aussi qu'après les entretiens, il y avait tout un travail de relevé habité rétrospectif, c'est-à-dire que Béatrice Croisy se remémorait l'intérieur de son appartement à partir donc, de ce plan et redessinait le mobilier, l'aménagement de l'appartement. Et donc, il n'y a pas seulement l'entretien et la mémoire qui sont mis à contribution, mais aussi ces habitants ont mis à disposition des archives personnelles. Par exemple, vous voyez cette photo qui date de 1957, au moment de l'arrivée de la famille dans le logement. Et puis, là, ici, vous avez une photo
d'une des sœurs Croisy. Là, on est dans les années 60. Regardez, vous voyez, grâce à cette photo, on a une idée de l'intérieur en fait, du séjour. Et ensuite, au moment de reconstituer l'appartement, vous verrez sur une photo, on a été attentif à retrouver du mobilier semblable à ce que nous avions identifié dans les photos des archives personnelles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apport d'archives familiales, mais aussi la recherche en archives, plus classique, entre guillemets, je dirais, plus institutionnelle, que nous, chercheurs, on a l'habitude. Donc, des recherches dans les archives de l'OPH, on a eu accès à l'OPH, aux archives de l'OPH d'Aubervilliers, avec notamment, par exemple, des demandes de logement qui étaient faites. C'est très intéressant parce que les demandes de logement, on est en 57, la Jacqueline Croisy, donc la mère de famille, détaille même ses conditions de vie dans un école de famille à Aubervilliers. Et puis aussi les archives du centre d'observation de Tallinn-sur-Orge. Alors, certainement, ceux qui ont vu les 4 centres de Truffaut ont une idée de ce qu'était un centre d'observation. C'était un lieu où étaient placés des enfants, le juge plaçait des enfants qui avaient été identifiés pour la petite délinquance. Et donc, eh bien, on a retrouvé Gérard Croisy. Il a été pendant quelques mois dans ce centre d'observation, Savigny-sur-Orge. Et du coup, il a eu des entretiens avec des psychologues. Il a redessiné les espaces publics de ta cité. Il a fait une source d'information unique sur la vie familiale et la vie du quartier. Donc, des histoires familiales et ensuite des familles dans l'histoire. C'est-à-dire que nous, Microhistoire, on travaille à replacer en fait ces trajectoires familiales dans l'histoire politique, dans l'histoire sociale, dans l'histoire du logement. Et donc, pour cela, on met en contribution donc, les archives publiques, avec donc, dans les archives municipales, des cartes postales de la cité à sa livraison. Les archives de l'architecte de la réhabilitation des années 80, Patrice Routier, se sont avérées très utiles, puisqu'il avait engagé en 82 une recherche, une réhabilitation dite participative, où il faisait du porte-à-porte pour la cage d'escalier 11, qui est vraiment la tranchette de réhabilitation. Et vous voyez, il a mis en place des cahiers de la réhabilitation dans lesquels il demandait aux habitants de prendre des photos de leur intérieur. Donc, eh bien, voilà, il y a des photos. Donc, ça, c'est aussi une trace qui nous permet ensuite de pouvoir identifier l'immobilier et de reconstituer donc, les intérieurs et de reconstituer. Les références bibliographiques, parce qu'on a identifié, compris donc, les trajectoires, ensuite, on va se référer à des ouvrages de référence sur l'histoire du travail, sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire du logement, sur l'histoire urbaine, pour pouvoir justement voir où se situe cette famille dans la grande histoire. Avec donc ces familles sont replacées sur des thématiques comme le monde ouvrier, la crise du logement, le grand ensemble, la société de consommation, la crise de l'énergie, l'économie tertiaire, la jeunesse, sur la jeunesse, ce qui a été plusieurs fois abordé, la jeunesse dans le grand ensemble. Donc, ce qui a fait, je pense, la force et le succès de cette expo, c'est vraiment l'expérience de visite immersive. Tout d'abord, pour conclure sur cette partie, sur la micro-histoire, c'est que il y a en fait une capacité pour le visiteur de se retrouver en fait, dans cette histoire. Il y a une forme d'appropriation du visiteur de cette histoire. C'est une histoire qui touche énormément de gens. Une grande partie des Français sont passés par les grands ensembles. Je ne vais pas vous rappeler les chiffres du mal logement après la Seconde Guerre mondiale. Et le grand ensemble a été véritablement un tremplin dans la société pour de très nombreuses familles françaises. C'est une histoire qui fait écho à d'autres histoires aussi d'extérieur. Donc, ce qui a fait donc la force de cette expo, c'est l'expérience de visite immersive. Avec tout d'abord, les visites se déroulent sur réservation et avec des indications sur l'expo. Et tout d'abord, il y avait cette expérience du visiteur dans la cité. On est à Aubervilliers, la cité de Puissant,
et donc qui impliquait aussi dans un espace habité. Ça impliquait qu'il y ait une cité électrique. L'idée, ce n'était pas de coloniser la cité, et c'était vraiment d'être discret, de ne pas s'afficher. On était connus, repérés, il y avait des relations de voisinage cordiales. On a associé les voisins aussi à l'expo. Mais cette mairie discrète, c'est-à-dire sur le mur pignon de la barre, vous aviez ce panneau, et au pied de la barre, il y avait un petit chef A4 qui donnait des points de repère finalement sur où était l'entrée de l'expo. Et aussi, bon, c'est tellement discret que les visiteurs devaient demander finalement aux habitants de la cité, aux voisins, aux jeunes qui étaient en bas, où était l'expo. C'était aussi, côté immersif, c'était aussi de chercher son chemin en demandant aux habitants. Et puis aussi, cette découverte discrète, c'était aussi inciter le visiteur à regarder, à chercher l'endroit, et donc à regarder son environnement, regarder où est-ce qu'il est, et à se diriger dans son environnement. Déjà un premier regard sur l'architecture et la cité. Et puis donc, c'est un parcours comme si vous alliez chez quelqu'un. Il fallait, une fois arrivé ici, vous avez donc cette affichette sur carton indiquant que c'était bien l'entrée de l'expo. Il fallait sonner l'interphone et ensuite une montre donc dans l'espace d'accueil. Et aussi, là, vous pouvez découvrir la cage d'escalier. Donc, ce n'est pas une cité qui est reconnue au plan patrimonial, mais qui a une cage d'escalier tout à fait originale, avec une volée d'escalier hélicoïdale distribuant les appartements par demi-niveau. Ce qui, à ma connaissance, original dans la production de grands ensembles des années 50. Donc, le visiteur dans la cité, ensuite, c'était une fois qu'il était dans l'espace d'accueil, donc c'était le mode d'emploi en fait, de l'exposition, avec une présentation de la démarche du projet qui a été faite aux visiteurs, et les trois volets de la démarche, la recherche, la pédagogie et la médiation. Et là, donc, pour la présentation de la démarche du projet, on s'appuie sur les supports de cet espace d'accueil, qui pouvaient être ensuite regardés plus en détail par les visiteurs. Et donc, le point de départ de cette expo, c'est-à-dire les habitants, avec donc, ce tableau de recensement. Ensuite, de ce côté-là, vous aviez donc des entretiens qui avaient été faits avec les habitants, pas les habitants dans l'expo, mais d'autres entretiens qu'on avait pu faire, donc, qui montraient aussi justement la contribution aussi des habitants à cette recherche de cette expo. Et ensuite, vous avez donc cette maquette qui a été réalisée par les étudiants de l'école d'architecture Paris-la-Villette. Je suis enseignant. Et il y avait un code couleur. Là, vous n'avez pas le bon côté de la maquette, sur l'autre côté, c'était alvéolaire. Et il y avait un code couleur qui expliquait où habitaient réellement en fait, les habitants que nous présentons dans l'expo. Donc, c'était les habitants dans la barre d'immeuble. La barre d'immeuble, vous avez des cartes d'Aubervilliers, la barre d'immeuble dans la cité du Bois, la cité du Bois dans Aubervilliers. Vous pouvez, il y a ce rapport d'échelle aussi qui renvoie à notre histoire. On part du particulier pour aller au général, on part aussi du local pour aller au national. Ensuite, vous aviez donc ce panneau sur les politiques municipales en matière de logement social, avec des portraits des maires bâtisseurs d'Aubervilliers. Et puis, donc, vous avez ce tableau de l'histoire architecturale et urbaine de la cité du Bois, avec donc les recherches que j'ai menées ont permis de comprendre que cette opération avait été pionnière dans l'histoire du logement social à Aubervilliers, avec un premier moment où la construction du grand ensemble, c'est le premier grand ensemble construit à Aubervilliers, et le deuxième moment qui est cette réhabilitation participative menée dans les années 80. Avec donc tout un matériel aussi iconographique, des portraits des architectes, des plans, des barres d'immeubles, des logements, et aussi couverture, par exemple, du bulletin municipal, vous voyez les grues, voilà,
voilà, qui donc construisait cet ensemble préfabriqué, industrialisé. Donc, après la présentation donc, de la démarche projet, les visiteurs étaient invités à aller dans la salle d'à côté, ici. Nous avions agrandi, c'est-à-dire à l'origine, c'est la chambre des parents et ici, de ce côté-là, la chambre des enfants, mais nous avons détruit donc la paroi ici pour avoir un grand espace dans lequel nous accueillons les scolaires pour les ateliers pédagogiques, mais aussi là où il y a le vidéoprojecteur sur lequel on diffusait donc la vidéo introductive qui reprenait de manière synthétique et dynamique les éléments présentés dans l'espace d'accueil ici. Ensuite, donc, le visiteur partait en visite avec l'un des 3 guides médiateurs, et ces guides médiateurs sont issus des quartiers populaires. Ils ne sont pas guides professionnels au départ, nous les avons formés sur le plan théorique pour les contenus, et également, nous avions fait appel à une metteuse en scène pour tout ce qui était la question de l'élocution et du corps dans l'espace, comment s'appuyer sur les supports pour développer les scénarios de visite. Voilà, donc là, on rentre maintenant dans l'appartement de la visite 1, intitulé donc Histoire d'une famille ouvrière, donc cette famille Croisy. Et donc, avant de rentrer dans le sur le palier, le ou la guide vous dit voilà, il est 6 h du matin, ne faites pas de bruit, dans le cage d'escalier, il y a des voisins qui a visité. Donc, ne faites pas de bruit, il est 6 h du matin, nous entrons dans l'appartement de la famille Croisy. Et donc, en fait, la visite, cette visite, c'est une journée avec la famille Croisy. Cette famille Croisy, donc c'est vraiment la famille modèle qui était visée par ce type de construction, c'est-à-dire 2 parents et avec leurs 3 enfants dans un logement type T3 de 51 mètres carrés. C'était ce type de famille qui était visée pour ce type de logement. Donc nous sommes en 67, il est 6 h du matin. Alors la première partie du propos de visite, vous voyez aussi on s'appuie sur les images projetées par des projecteurs. Ces images, ce sont des images d'archives. Et donc, la première partie, elle est sur la famille et son histoire. Notamment, donc là, c'est son histoire migratoire et leur trajectoire aussi résidentielle. Et la deuxième partie, elle est sur l'un des 5 membres de la famille. Et d'ailleurs, vous pouvez revenir faire la visite, parce qu'en fait, vous tirez une carte pour la deuxième partie, au hasard, sur le père, la mère ou les enfants. Comme ça, vous pouvez revenir. La deuxième partie était différente, parce que c'était la journée d'un membre différent de la famille. Donc là, vous avez justement les intérieurs reconstitués. Alors, comment on a, vous avez compris tout le travail scientifique, hein, faire cette reconstitution. Ensuite, donc, ça a été des legs après décès qui ont été qui constituent aujourd'hui nos collections. C'était également, on a chiné dans les brocantes et sur le Bon Coin. Et là, donc, vous avez le support de visite, c'est l'espace du logement. Donc, c'est les pièces de logement et la distribution des pièces. Donc là, vous avez reconstitué donc, le séjour. Donc, la chambre était ouverte sur le séjour. Moi, pour mener justement ces recherches et comprendre la distribution de ce logement, j'ai aussi regardé le travail de Chombar-Delot, de sociologue Chombar-Delot, dans les années 50 sur le logement moderne. C'est un mouvement des années 50 où on réinvente le logement grâce au progrès et aussi dans une perspective, une volonté de rationaliser le logement. Et par exemple, dans Chombar-Delot, il expliquait qu'il y avait, et ça c'est intéressant, pour un peu spécialiste qui s'intéresse à ce sujet, c'est que Chombar-Delot a mené une série d'entretiens avec les architectes, avec les Corbusier, les Perriand et d'autres, autour de, justement du logement, la modernité du logement. Et ce qui revient de d'autres architectes, c'est qu'il fallait isoler la chambre des enfants des parents pour leur donner une autonomie. Ça se vérifie aussi dans ce plan. Vous voyez le fait que la chambre soit ouverte sur le séjour, il y a aussi un contrôle parental qui est possible. Contrôle parental qu'on retrouve dans l'unité d'habitation de Marseille avec leur Corbusier, puisque la chambre des parents est en mezzanine. Il y a un contrôle, je dirais, de la partie de jour. Bon, en tout cas, voilà donc, comment ensuite donc, les guides vont s'appuyer sur l'espace et les supports de visite.
Par exemple, sur l'espace, vous voyez, la chambre des parents a fait 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, c'est la surface dans laquelle vit la famille à Aubervilliers, le Vanillo Interne. Elle vit dans 9 mètres carrés. Nous, dans cet espace-là. Et comment s'appuie aussi sur la dimension de l'espace pour faire vivre et donner à voir en fait l'histoire de cette famille. Là, vous avez la douche sabot avec une planche pour le linge qui était donnée, hein, c'était un des équipements de logement. Ce qui est intéressant, par exemple, aussi dans la chambre des enfants, c'est de voir comment les 3 enfants, 2 jeunes filles et un petit garçon, s'organisaient pour occuper en fait, cet espace. Et donc, il y avait les utilisaient ce paravent, qu'une des jeunes filles travaillait à la sécurité sociale et elle avait récupéré en fait, ce paravent pour dissocier. Donc, elle dormait dans le même lit, c'était un grand lit ici. Et le petit garçon, Gérard, dormait lui de ce côté-là. Vous voyez aussi, ils affichaient dans le paravent chacun leur fan, enfin leur chanteur, aussi la société de consommation, hein, ça avait des copains qui se donnent à voir aussi. Et là, donc, vous avez voilà, le plan. Donc, c'est intéressant parce que c'est un plan qui est expliqué dans l'architecture d'aujourd'hui, c'est l'opération présentée dans l'architecture d'aujourd'hui en 1954. Et c'est donc le plan de Raymond Lopez et Michel Hollet. On voit que c'est un plan avec un plan habité, en fait, avec un aménagement qui posé en fait, pour le logement. Donc, on peut aussi mettre en regard l'aménagement, le mobilier, la distribution, enfin, le mobilier, l'organisation du logement par l'architecte, avec réellement comment il a été utilisé, occupé par les familles. Voilà, donc en conclusion, donc, cette exposition nous a permis de repenser, de redéfinir aussi la place du grand ensemble dans l'histoire de France. Parce qu'un des objectifs de l'association, c'est aussi de déconstruire les stéréotypes sur les quartiers populaires par une démarche scientifique. C'est sortir en fait des généralités, on parle souvent de la banlieue avec des statistiques. Et là c'est revenir à l'individu, à la famille, partir de l'humain en fait pour comprendre le monde. Et donc ça nous a permis de vraiment de donner à comprendre qu'est-ce qu'étaient ces grands ensembles, que les couches les plus modestes n'avaient pas accès aux grands ensembles jusque dans les années 70. Il y a tout un certain nombre de préjugés ou d'idées préconçues qui ont été déconstruites. Ça nous a aussi, et ça je pense que c'est aussi l'avantage, l'intérêt de ne pas avoir investi un ensemble patrimonialisé, c'est la question du logement ordinaire. C'est-à-dire comment, en fait, on est dans un angle mort de la reconnaissance patrimoniale. Malgré tout, cet ensemble est cité et présenté dans le volet patrimonial du PLU, mais elle est accolée à la Maladrerie qui est labellisée, et de l'autre côté de l'avenue, vous avez les courtilières d'avion qui sont labellisées. On était un peu dans un angle mort du patrimoine, et l'étude photographique, si on regarde les choses vraiment en détail, révèle vraiment une qualité architecturale, et vraiment une grande intelligence dans la rationalité aussi, et la conception des logements de la part des architectes. Des forces aussi de notre démarche, c'est que ça a été vertigineux, c'est qu'en fait, on fabrique du patrimoine. C'est-à-dire que notre démarche, elle fait patrimoine. On va faire, le fait qu'on investit n'importe quel type d'immeuble, va faire de cet immeuble un patrimoine. Et donc, l'expo avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'expérimenter des dispositifs de recherche, des dispositifs scénographiques, des dispositifs pédagogiques dans les ateliers. Et le deuxième objectif, c'était de convaincre des élus et des financeurs de nous accompagner ensuite dans la réalisation du logement populaire du Grand Paris. Et là, c'était aussi une réussite puisque le président du département de la Seine-Saint-Denis en a fait un projet phare de sa mandature. L'Union sociale pour l'habitat aussi est partenaire. Et puis, bientôt, il y a toujours la cible de notre démarche, qui est le campus Condorcet. Et donc là, vous voyez tout ce qu'on recherche maintenant, on est dans la phase d'identification. C'est un immeuble de la fin du 19e siècle, début 20e, pour retrouver toutes les couches sédimentaires en fait, de l'histoire populaire. Et dans cet immeuble, vous aurez
un logement reconstitué à la fin des années 1890, un autre dans les années 1910, un autre dans l'entre-deux-guerres, et on viendrait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, ce qu'on cherche, ce n'est pas un logement social, c'est un immeuble de rapport. C'est-à-dire, on est dans un niveau avant le logement social. Dans l'imaginaire de beaucoup de gens, le logement social, c'est le pire du logement. C'est un peu la remorque, en fait, de la trajectoire résidentielle, ce n'est pas du tout. Ce qui est vraiment la remorque de la trajectoire résidentielle, c'est les immeubles de rapport populaires, de rendement, qui ont été réalisés. Donc, c'est vraiment ce type d'immeuble que nous cherchons, avec deux modes d'installation possibles. Soit nous occupons la totalité de l'immeuble, soit nous occupons les 3-4 premiers niveaux, laissant le dernier niveau à l'habitation. Du coup, ça, c'est une chose qui s'est révélée dans l'exposition, c'est-à-dire que le fait d'être dans un espace habité donnait beaucoup de force à notre propos. Et donc, cet immeuble, nous recherchons dans la première couronne de la Seine-Saint-Denis. Voilà, j'ai terminé.